L'OM vient de perdre 3-1 contre la Auxerre à domicile et De Zerbi évoque déjà un départ, même si c'est pas encore quelque chose de concret, puisque le board marseillais, Longoria et Benassia semblent lui vouer une totale confiance. Le jour et la nuit, entre le début de saison, avec toutes les promesses du mercato et l'arrivée d'un coach de renom international, et à l'approche de l'hiver, avec cette régression, un mécanisme assez marseillais, hein, on va dire. Est-ce qu'on peut dire que l'OM est en crise après cette lourde défaite face à un promu, surtout à domicile, et le constat qu'on régresse plutôt qu'on progresse? Samy, je vais me tourner vers toi d'abord. Est-ce que l'OM est en crise? Je ne sais pas. Comptablement, si on disait que l'OM était en crise, on nous prendrait pour des fous parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'OM est sur le podium. Et au pire des cas, à la fin de cette journée, l'OM sera quatrième à seulement 3 points de la deuxième place. Donc, parler de crise, c'est un peu insensé. Maintenant, si l'OM n'est pas en crise, même après le match d'hier, elle l'est devenue juste après la conférence de presse de Roberto De Zerbi. Parce qu'il a le bénéfice effectivement d'avoir ce bilan comptable positif, mais avec les déclarations qu'il a fait et le fait de dire je suis prêt à partir, ça plonge automatiquement un club dans la crise. Pourquoi? Parce que ça met tes supporters et ta direction dans le doute. Aujourd'hui, personne ne sait si Roberto De Zerbi sera sur le banc de l'Olympique de Marseille dans 2 semaines face à Lens, ni les supporters, ni la direction. Donc forcément, de facto, avec ces déclarations, il a plongé le club dans la crise, en plus de l'en avoir rapproché avec les 2 derniers résultats à domicile. Moi, j'ai l'impression que justement, en disant ça, il se met toute la responsabilité de la défaite sur le dos, mais maladroitement. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Ariles, de ces déclarations de Zerbi après le match. C'est quand même assez lunaire. On sait que la confiance est renouvelée de la part du board, mais c'est assez lunaire de s'exprimer comme ça, alors que l'OM, quand même, peut être quatrième à la fin de cette 11e journée. Bah, justement, c'est ça qui est assez paradoxal, c'est qu'au-delà du résultat d'hier et des déclats de Roberto De Zerbi, malgré tout ça, je pense pas qu'on soit actuellement en crise par rapport à la question que tu as posée. Je pense Mm. qu'on est dans une situation, un peu intermédiaire, où on peut pas encore parler de crise, mais on a un point qui est de plus en plus propice, à la crise. D'une part, quand on regarde le résultat d'hier, tu prends quand même, 3-0 à la mi-temps face à un promu. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'OM au stade Vélodrome, donc c'est ça qui est assez inquiétant. Faudrait Et, qu'on vérifie. et vraiment pour continuer, paradoxalement, tu es deuxième de Ligue 1, enfin tu l'es plus actuellement, mais tu es toujours dans les 4 premières places. On verra si ça sera toujours le cas à la fin de cette journée de Ligue 1. Mais moi, ce qui me fait dire qu'on est vraiment dans un moment qui est propice à la crise, c'est le calendrier qui va arriver. Tu vas en sortie de trêve te taper Lens, te taper Monaco, et si tu avais un calendrier qui était relativement favorable depuis le début de saison, tu as joué des équipes au moment où il fallait les jouer. Par exemple, Nice, tu les joues quand ils se cherchent un peu. Paris, tu les joues à un moment où ils sont pas bien, tu en prends quand même 3. Mm. Il n'y a que Strasbourg, finalement, que tu joues lorsqu'ils sont dans leur bonne passe. Et là, tu vas te taper que des gros. Tu n'as pas de de certitude, que ce soit au niveau du jeu ou au niveau des résultats, vu que tu es en déliquescence depuis 3 matchs au Vélodrome, et au-delà de tes matchs contre Montpellier et Nantes, qui sont des équipes assez faibles, tu n'as aucune certitude. Donc pour moi, on est vraiment dans un moment, dans un tournant, dans tous les Mm. sens. Parce que pour moi, c'est pas encore la crise, mais les prochains matchs vont être un tournant, et l'attitude que va avoir l'OM, je suis désolé d'être long, mais au cours des prochains matchs va être déterminante. Pour moi, ça me fait penser à la saison Garcia, lorsqu'on en prend 3 à domicile contre Rennes et 5 contre Monaco. Ah En oui, fait, si tu te rates le match d'après, si quand on prend 2 à la mi-temps contre Nice, tu reviens pas au retour des vestiaires, peut-être que tu fais pas finale d'Europa League, et c'est peut-être que ça. Garcia il se fait sauter le soir du match. Ça me fait penser à la saison passée, le match contre Toulouse, c'est-à-dire que le Vélodrome ne réclame pas la démission de l'entraîneur, le Vélodrome ne réclame pas la démission du président, mais le Vélodrome est énervé à la fin du match, À cause du contenu. après un match dégueulasse à domicile. Donc pour moi, vraiment, on est dans une situation peut-être de pré-crise, et il va falloir l'éviter justement. Le pire depuis longtemps, le match contre Toulouse, c'était vraiment, on souffrait tous et par contre, j'ai un doute sur le fait que, cet effectif puisse avoir la réaction, qu'a eu l'effectif, 2017-2018, sous Garcia, comme tu l'as dit. Toi, Waïd, tu me parlais, tu voulais nuancer aussi ce terme de crise, il me semble, tu vas être un peu comme Samy et Ariles, tu pas en mode on c'est la crise, mais on peut s'en rapprocher. C'est pas une crise totale et complète. Ce qui est sûr, c'est que c'est une crise de contenu, pas de résultat. Comme l'a dit Ariles, on a peut-être un orteil, en tout cas dans cette situation de crise.
Une chose est sûre, c'est qu'on a 2 semaines, ils ont 15 jours pour se remettre la tête à l'endroit. Sinon, la saison peut très vite déraper et on peut y être on peut arriver à cette situation de chaos total. Et c'est vrai que je trouve la déclaration de Zerbi très maladroite parce que je pense pas que c'était les bons mots ni le bon moment. Donc, en tout cas, si on a un orteil dans la crise, je pense que De Zerbi est en partie responsable, de par le jeu, bien sûr, mais aussi de par sa communication. Avec la déclaration d'hier qui nous pousse un peu dans cette situation où la tension est presque à son paroxysme, parce que là, les supporters ou le Vélodrome n'attend que ça, la crise, d'accord? On a vu ce qui se passe au Vélodrome depuis plusieurs semaines maintenant. Il faut un changement, il faut un tournant, et nous, les supporters, nous n'attendons que ça. C'est En ça tout un cas, peu Justino, le. je suis désolé, mais pour moi, c'est une Vas-y, hein. communication de crise hein, sur ce que tu dis. C'est ça Ouais. qui est paradoxal. C'est pour ça que moi, j'ai utilisé le mot paradoxal. C'est que les déclats de Zerbi hier, sa conf, ça me fait penser à une crise à la conf de Gattuso avant qu'il se fasse dégager. C'est que ton entraîneur Oui, je ne sais pas. Ouais. C'est a un aveu de choisi faiblesse. d'avoir Un aveu de faiblesse. Mais une- c'est inquiétant quand l'entraîneur doit être la tête de gondole, le général qui mène ses hommes, qui doit se muer en personne imperturbable et être le guide pour un peu le phare dans l'obscurité. Là, il se retrouve c'est carrément un aveu de faiblesse. La formule qui est utilisée, elle est complètement folle. Je ne sais pas, je ne pense pas, ou je ne sais pas comment vous donner ce que vous attendez. C'est du, j'ai pas envie de dire que c'est du jamais vu, mais c'est impressionnant. D'ailleurs, Tino, je sais pas ce que tu en penses, toi, parce que tu nous as demandé nos avis, mais toi, tu penses qu'on est en crise ou pas? Bah, sachant que la prochaine échéance, moi je suis un peu comme vous, je suis en mode, c'est un contexte carrément propice à une crise. Déjà, vu comment il gère sa communication, on voit que le type est un peu fatigué. Et le prochain match au Vélodrome, parce que je trouve que la relation conflictuelle, enfin la relation toxique, elle est vraiment avec le Vélodrome. Et bah le prochain match au Vélodrome, je vous le donne de but en blanc, c'est contre l'AS Monaco. Donc si Akliouche et ses gars viennent poser une drill au Vélodrome, ça va vite péter. Et là, par contre, on sera en crise. C'est là tout le défi. Je voulais poser la question à Samy d'ailleurs, parce que là, dans quelle situation on est, dans quel état d'esprit on est, est-ce qu'on est vraiment capable d'imaginer nos joueurs qui ont été catastrophiques contre Paris, vraiment zéro personnalité, zéro caractère, pareil contre Auxerre. Est-ce qu'on est capable de les imaginer avoir ce sursaut d'orgueil qui va faire qu'on va pouvoir gagner contre Monaco, qui, eux, ce soir, viennent de faire un résultat en basculant le match en à peine 10 minutes, tu vois? Bah, On sait que Monaco, c'est une équipe qui est aussi faillible. Imaginons, là, je vous demande un peu d'imagination. Ouais, mais On qui va fait parler preuve de caractère. Bien sûr, non, non, c'est une équipe qui est bien supérieure à la nôtre sur bien des points. Mais ma question était que, imaginons qu'on réussisse à remporter ce match dans un contenu dégueulasse, clairement. Enfin, dégueulasse, c'est peut-être un mot un peu fort, mais un contenu qui n'est pas le contenu que l'on recherche, et qu'on gagne 2-1, 1-0 au forceps. Est-ce qu'on est totalement sorti de la situation de pré-crise? Je ne pense pas. Je pense que Le Vélodrome va s'en rendre la compte. victoire à Monaco, les 15 jours de trêve, là, le prochain match de Zerbi doit y apporter la manière. On veut voir un nouveau visage. Et je ne pense pas qu'une victoire au forceps nous éloignerait complètement de cette odeur un peu de soufre. Samy, toi, tu vois quoi pour le match contre Monaco bah, en fait, par rapport à la crise, il a eu une communication de crise dans le sens où, par rapport à ta question, quand tu me disais est-ce que le groupe il est capable de renverser la situation sur les 2 prochains matchs, je pense que la volonté de De Zerbi avec cette déclaration, c'est de créer un électrochoc. Sauf que, en fait, tu crées un électrochoc une fois que tu es plongé dans la crise et que surtout, la volonté de créer un électrochoc, c'est ton dernier recours. Donc là, en fait, il a activé le levier de dernier Ouais. recours, alors qu'on est en train de dire qu'on n'est même peut-être pas forcément en crise. Il a activé un levier que tu actives une fois que la crise elle est consommée. Ça veut dire que si demain tu perds contre Lens, tu perds contre Monaco, vu que tu auras activé le levier de dernier recours, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Bah parce que l'électrochoc, il n'aura pas Ouais. marché. Là, hier, on a vu une volonté d'électrochoc. Si tu perds contre Lens et Monaco, ou même peu importe, même juste Lens, ça veut dire que l'électrochoc, il n'a pas marché. Tu fais quoi? Tu vas aller en conférence de presse et tu vas encore menacer de partir. Mais ça marche pas. Et on va te prendre pour un Mm. guignol en plus. On va pas te croire. Ouais, et en plus, on peut se demander un peu en fait, quelles sont les causes de cette situation, parce que comme je l'ai dit avant,
On a un mercato il y a des noms ronflants. Le coach a aussi une réputation internationale, même si il avait quelque chose à prouver. L'OM pourrait être 4e à l'issue de cette journée. Les stats sont pas catastrophiques, hein, je l'ai sous mes yeux. L'OM est la 2e meilleure attaque de Ligue 1 avec 24 buts marqués. Auxerre suit juste après d'ailleurs avec 20. Ils sont 3e et le PSG 29 qui sont premiers. L'OM est la 8e meilleure défense du championnat avec 15 buts encaissés. Bon, c'est un rythme du ventre mou. Donc finalement, qu'est-ce qui ne va pas? C'est davantage, donc on l'a dit, un problème de contenu que de résultats. Est-ce que le football de possession de Roberto De Zerbi, qui n'est pas forcément compatible avec l'OM, comme on en a parlé, est vraiment la cause principale, où c'est une succession de facteurs qui entraînent cette situation? En fait, pour moi, on place le débat pas au bon endroit, parce qu'on se demande est-ce que c'est le football de possession qui n'est pas compatible, et pour moi, on devrait se demander est-ce que c'est De Zerbi qui n'est pas compatible, parce que le football de possession, on a vu qu'il a marché avec Sampaoli. Sampaoli, c'est un entraîneur de possession, et on a vu que ça a relativement bien marché. Aujourd'hui, moi, ce qui me fait dire que De Zerbi n'est pas compatible, c'est que depuis le début de saison, il a encore répété hier, il le disait en début de saison, il le disait avant de venir à l'OM, ce n'est pas un entraîneur de résultats. Il dit je m'en fiche du résultat, je m'en fiche de la victoire. Et à l'OM, on a une maladie, c'est la maladie du succès. On n'a pas de trophée depuis 12 ans. Non, il dit on a 2 saisons où on ne voit pas la Ligue des Champions. Il dit pas ça. C'est une il dit je m'en fous de la 2e place. Il dit je m'en fous de la 2e place. Il dit pas ça. Il dit que lui, ce qui lui fait chier sur le début de saison, c'est le Vélodrome. C'est pour insister sur le fait que ça le fait chier. Oui, mais il dit quand même. En fait, il répond. Ouais, c'est une chose, mais il termine par dire qui lui dit, qui essaye de nuancer la situation de l'OM en disant oui, mais vous êtes 2e. Je trouve que c'est ambitieux. Et là, De Zerbi lui répond en disant peu importe qu'on soit 2e, en fait, c'est réussir. Il m'incombe de réussir au Vélodrome. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Mais ça rejoint. C'est pas comme si c'est anodin et qu'il n'y a pas un passif. Il y a un passif avec plein de déclarations avant même qu'il arrive à l'OM, quand il était à Brighton, quand il était à Sassuolo, où il disait moi le résultat, ça m'intéresse pas. Moi, le résultat, ça m'intéresse pas. Il est dans un club où il y a une crise de résultats. Il y a une crise de résultats. Il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de podium depuis 2 saisons. Et donc, c'est pour ça que moi, je voudrais mettre le point, du coup, maintenant sur la direction, dans le diagnostic qui a été fait. En fait, pour combler ce déficit de résultats, ils sont allés chercher un mec qui veut mettre des choses en place, qui veut faire progresser des joueurs, qui veut prendre du temps, alors qu'il fallait juste aller chercher un mec qui, lui, est tourné vers le résultat. Et c'est là qu'aujourd'hui, à travers les déclarations de De Zerbi, on est sur l'analyse d'un match, mais en fait, si on ouvre la perspective un peu plus largement, et ça te montre que le problème, il est plus structurel, en fait. Il n'est pas juste l'entraîneur et la politique qui ne marche pas. Mais moi je suis pas d'accord sur le fait qu'il ne soit pas intéressé par le résultat, parce que la semaine dernière, après Nantes, le premier truc qu'il dit, c'est on est 2e, on est une des meilleures attaques. Pour moi, on fait un faux lien sur sa déclaration d'hier. Il se focalise souvent sur parce que c'est quand ça l'arrange. Je veux faire marquer 15 buts à Greenwood, je veux être efficace dans les 2 surfaces. C'est quelqu'un il est fixé sur le résultat. Il y a eu quelques déclarations un peu romantiques sur sa vision du football, où il nuançait un peu l'importance du résultat absolu et de ne juger le travail d'un coach que par le résultat, certes, mais c'est quelqu'un qui est focalisé sur le résultat. Et là, en réalité, le début de saison, c'est pas une crise de résultat, c'est une crise de contenu. Oui, tu me tends un peu une perche. Parce que oui, c'est une crise de contenu, et tu as parlé de sa façon de vivre le football. Et moi, je trouve qu'il renvoie vachement l'image de quelqu'un de buté. Et on le sait très têtu, d'ailleurs, sur sa manière dont fonctionnent ses joueurs. Et moi, j'ai sous les yeux un tweet où vous allez pouvoir réagir, du gérant français de la page de Brighton, qui dit que sa première saison à Brighton, les équipes pressaient énormément, donc ça a marché la première saison. Une fois que les coachs se sont rendus compte que ça nécessitait plus d'attentisme face à Roberto De Zerbi, et qu'il y a eu cette adaptation, c'est devenu beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, est-ce que finalement le problème de De Zerbi ne résiderait pas sur le fait qu'on a un peu compris de quoi il s'agissait sur le terrain, et que donc lui n'a pas forcément de plan B? C'est assez spécial d'ailleurs. J'espère que c'est plus compliqué que ça, parce que s'il suffit de presser pour contrecarrer l'entraîneur le plus hype du moment, de ne pas presser, disait-on. Non, de ne pas presser. Là, on est en train de nous expliquer qu'on est déjà en train de voir le Brighton de De Zerbi qui commençait à s'essouffler, en fait. Alors que c'est que le début. Ok. Et les gens nous disent d'attendre. Aujourd'hui, les entraîneurs de Ligue 1, ont déjà compris comment il fallait contrer l'OM de De Zerbi, alors que des gens nous disent que l'OM de De Zerbi n'a même pas encore commencé. Et donc aujourd'hui,
on a des équipes qui refusent. Excuse-moi, Wahib, Non, après, je te vas-y, laisse vas-y. parler. De Zerbi veut que les équipes, il veut attirer les équipes pour les aspirer et contrer derrière et profiter des espaces. Aujourd'hui, tous les entraîneurs de Ligue 1 voient comment il faut faire pour ne pas se jeter dans la gueule du loup et ils pensent que demain, il y a un entraîneur de Ligue 1 qui va être stupide et qui va se dire je vais faire le contraire de ce qu'a fait Pellissier, je vais faire le contraire de ce qu'a fait Lucien Riquet, je vais faire le contraire de ce qu'a fait Franquès au Vélodrome, je vais faire le contraire de ce qu'a fait Rosenior. Ah, vous êtes bien ambitieux alors. En fait, c'est ça que je trouve un peu ridicule, c'est qu'on nous explique que, je l'ai dit de façon un peu ironique, mais il suffit en fait d'arrêter de presser pour contrecarrer les plans et mettre à mal, soi-disant, un coach qui était encensé par tous ses pairs et pas par Guardiola himself, qui nous était décrit comme l'un des coachs les plus désirés par tous les cadres européens. Donc il suffisait au coach d'Auxerre de venir au Vélodrome et de ne pas presser pour qu'il n'ait plus de tours dans son sac. Et c'est quelque chose d'inquiétant. Et en fait, si le coach en face ne vient pas te presser, le match il commence même pas en fait. En fait, c'est tu paries. S'il vient, il y aura match, mais s'il vient pas, il y aura pas match. Ariles, t'en penses quoi, toi? De quoi? De l'approche de Roberto De Zerbi? Moi, je l'ai dit de toute façon. Moi, je l'ai dit après le match contre Reims. Au-delà de ce débat théorique sur son approche du football, c'est un style de jeu qui va jamais plaire. Moi, je l'ai dit. Moi, j'aime beaucoup ce coach avant qu'il arrive à l'OM, mais je pense que ça va jamais plaire. Et je l'ai compris après le match contre Reims, où dès le début du match, dès que ça alterne les passes latérales entre les deux centraux, les gens commencent à siffler. Ça m'a fait penser à l'année dernière sous Gattuso, quand Paolo Lopez il était un peu haut sur le terrain et qu'il gardait trop le ballon. Ouais. J'ai dit ça va pas marcher. Les gens ils vont voir ce que fait De Zerbi face à des équipes qui viennent pas presser, ils vont pas aimer. Moi aussi, idéalement, je ne veux pas du jeu de position à l'OM, mais de toute façon, on en parlera au cours de cette vidéo, parce qu'on a décidé de consacrer un peu de temps à cette vidéo et de parler assez globalement du cadre tactique et de la philosophie de jeu à l'Olympique de Marseille. Mais je pense que les gens n'aiment pas ça. Après, par rapport à l'approche de Zerbi, moi, je pense que c'est un mec qui a des raisons de croire en son football, parce qu'il a fait des choses vraiment géniales du côté de Sassuolo, dans un championnat assez compliqué tactiquement en Serie A. Tous les entraîneurs de Serie A étaient unanimes sur son cas. C'est-à-dire personne ne l'attendait à cette époque-là. C'est pour ça que c'est spécial. De quoi? Là, en Ligue 1, tout le monde l'attend. Quand il est à Sassuolo, personne ne l'attend. Au Shakhtar, c'est un peu différent. Je suis pas d'accord. Quand en Première Ligue, tu fais une première saison intéressante, à la fin de saison, on t'attend aussi. Enfin, en Europa League, la saison passée, vous me parlez d'une équipe qui va pas presser son équipe. L'année dernière, quand on va à Brighton et qu'on pose le bus, mais il nous faut quand même la misère pendant 90 minutes. On pose le bus, on ne vient pas presser. On fait vraiment un match comme Auxerre est venu faire. Pourtant, il nous faut. Après, il gagne que 1-0, quoi. Et il a fallu de la réussite à jouer au Pedro, quoi. Non, mais c'est vrai qu'ils te font la misère. Mais là, ils ont eu pas mal d'occasions. Ouais. Non, mais c'est là qu'on pourrait peut-être, avec la perche que vient de tendre Harry, on pourrait peut-être un peu plus se focaliser sur les joueurs. Mais là aussi, on ne peut pas occulter De Zerbi, dans le sens où, et moi je l'ai répété et je ne vais pas lâcher l'affaire avec ça, moi je vois des joueurs qui sont paralysés. Et s'ils sont paralysés, c'est parce que je pense qu'ils ont toute la semaine, on leur rabâche, il y a cette obsession du contrôle et de la maîtrise du ballon. Il faut à tout prix garder le ballon, il faut à tout prix ne pas perdre le ballon, parce que si tu perds le ballon, tu te manges des transitions derrière. Et je vois des joueurs qui se disent, j'ai peur d'être celui qui va décevoir mon entraîneur, qui va perdre un ballon alors que mon entraîneur il veut absolument garder le ballon. J'ai peur d'être celui qui va tenter une passe risquée alors qu'il ne faut pas de risque dans notre jeu. J'ai peur d'être celui qui va être responsable qui se passe derrière quelque chose en contre. Et c'est ce que je vois. Et c'est pareil. Et deuxième point, moi, depuis le début de saison, je ne vois pas de troisième homme. Il n'y a jamais de troisième homme dans cette équipe. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un mouvement, un joueur qui va demander dans les pieds, il n'y a personne derrière qui est proactif et qui va se demander. Par exemple, hier, j'ai vu Mopé décrocher un nombre de fois incalculable. À chaque fois que Mopé a décroché, j'ai pas vu un seul joueur faire un appel dans son dos. Il n'y a jamais de troisième homme. Et là, corrigez-moi si je me trompe, mais je n'ai presque jamais vu de combinaison de jeu à 3, de combinaison. Et là, on pourrait se dire c'est de la faute des joueurs parce que c'est à eux aussi d'animer. Et moi, c'est ce que je me disais au début. Je me disais s'il n'y a pas le troisième homme, c'est aussi aux joueurs. De Zerbi, il ne va pas dire aux joueurs il faut qu'il y ait un troisième homme quand il y en a un qui demande dans les pieds. C'est aux joueurs de il y a un problème. Mais en fait, je pense qu'il y a tellement le culte du jeu de position, c'est-à-dire qu'il faut que tout le monde soit bien fixé dans sa position, il ne faut pas bouger, que en fait, les mecs, ils se disent mais j'ai peur de bouger, moi, j'ai pas envie de bouger de ma position. Mais il y a un problème par rapport à ça, parce qu'on a eu 4-5 coachs depuis un an. Il n'y en a aucun qui a réussi à transmettre ses idées sur le groupe. Alors, le groupe, il a changé.
on a changé les joueurs, il y a toujours le même problème. C'est-à-dire que Marcelino, quand il était sur le banc, il n'était pas satisfait parce que les joueurs n'appliquaient pas ses principes. Gattuso, quand il était sur le banc, il n'était pas Marcelino, satisfait parce que ses joueurs... Marcelino part au bout de combien de journées? 5. 5 Même, matchs. 5. même Marcelino, il fait une préparation de 2 mois, il fait un mois de compétition et demi, il fait... Quand même, on est en droit de s'attendre à quelque chose. Même De Zerbi, on est en droit encore plus de s'attendre à quelque chose aujourd'hui. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il y a eu 4 coachs, 5 coachs sur le banc de l'OM et les joueurs n'appliquent pas leurs consignes. C'est-à-dire que Marcelino, il surassimile, ils sont trop bas. De Zerbi, ils surassimilent, ils ont le ballon. Bah ouais, C'est quand même problématique. En fait, on dirait qu'ils deviennent des caricatures d'eux-mêmes à chaque fois qu'ils viennent à l'OM. C'est ça que. Bah, Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est le socle. En fait, ce sont des entraîneurs qui arrivent sur un socle qui est vide, sur un socle qui se réinitialise chaque saison. ouais. On Je parle, vois par où exemple, tu veux en venir, Ariel. on parle de Zerbi à Brighton, mais il arrive. Mais c'est qui le coach avant? C'est Potter. Là, Brighton, ils ont pris un nouveau coach. C'est un mec qui est dans la filiation de Zerbi. Alors, c'est pas le même coach, c'est pas exactement la même chose, mais il y a une filiation. Nous, Marcelino, il arrive après Tudor. Qui arrive à lui-même après Sampaoli. C'est totalement l'inverse. Vraiment, Tudor, Marcelino, il n'y a aucune cohérence. Longoria essayait de nous expliquer que c'était la rigueur, que c'était l'intensité défensive. Il y en a, ils nous ont dit oui, mais Bilbao, en 2021, ils avaient le PPDA le plus faible de Liga. Oui, bah, c'est une exception dans les saisons de Marcelino. Il n'y a pas de continuité entre les coachs. Gattuso, rien à voir avec Marcelino, rien à voir avec Tudor. Gasset, lui, c'est neutre. Enfin, Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le football de Gasset? C'est un manager. Non, il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football, c'est le manager. Les gars, mais pour recentrer. Et là, on ramène De Zerbi. En fait, ce club Mais pour recentrer est un laboratoire. Ce club est un Donc, ça, laboratoire. si je comprends bien, Ariel, c'est que tu demandes de la patience en réalité. Mais en fait, Non, on n'a pas le choix. C'est parce que en fait, c'est un dilemme. Oui, bien sûr, c'est un dilemme. En fait, on demande à un mec de construire et d'avoir des résultats en même temps. Parce que depuis 3 ans, personne n'a construit dans ce club. Mais parce que les coachs, on les a pas laissés faire plus d'une saison. En fait. Ou ils ne voulaient pas. Moi, oui, bon, quand tu passes une première saison et on se reproche de ne pas avoir gagné la Coupe de France et de ne pas avoir terminé champion de France, je peux comprendre que tu n'as pas envie de terminer la saison, surtout quand tu te fais insulter de toutes parts. Moi, je dis juste qu'on demande à un coach de construire et d'avoir des résultats en même temps, avec un effectif qui est totalement nouveau. Et on est dans la situation où on se retrouve. Regardez Genesio à Lille. Genesio, il arrive, il a une base. Il a Fonseca, il a fait 2 saisons. Genesio, ce qu'il produit avec Lille, c'est intéressant. De Zerbi, il arrive, il doit tout retaper. Tout retaper. Mais en plus. Mais personne l'a forcé à signer le contrat. Non, mais. Il y avait Bayern de Manchester sur lui. Tu as signé le contrat, tu arrives à l'OM. Puis en plus, je pense que le projet est séduisant pour De Zerbi, mais moi, je me En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le plus grand défi de la carrière de De Zerbi. Ouais. Mais surtout parce que là, on parlait des anciens coachs. Par contre, moi, il me semble que Sampaoli, quand il arrive en février 2021, il y a le feu au club. Il n'y a rien qui va au club. Pourtant, il arrive à faire une fin de saison correcte et il va chercher l'Europa League et derrière, il va chercher la 2e place. Tudor, quand il arrive au club, personne ne veut de lui. C'est la crise avant. C'est la crise avant. Sa 2e place. Ça tient quoi? Pardon? Ça tient à quoi sa 2e place? Sa 2e place à 20 points du PSG de Pochettino, qui était en crise. Oui, mais je veux dire, tu as réussi à construire pour être sur le podium, quoi. Mais c'était pas ça mon point. Derrière, Tudor, personne ne veut de lui. Derrière, Tudor, il vient, il travaille dans un climat de défiance. Personne ne veut de lui. Il arrive à faire podium. Aujourd'hui, tu as De Zerbi. Tout le monde lui a adressé, contrairement à ces deux-là, tout le monde lui a adressé le tapis rouge quand il vient. Il arrive dans un climat totalement apaisé, contrairement à ses 2 prédécesseurs. Donc lui, il n'a pas de circonstances atténuantes. Parce que lui, il arrive dans un climat apaisé où il a cette immunité médiatique, il a ce succès presque d'estime où avant même qu'il ait commencé, tout le monde disait c'est l'homme de la situation. Alors que Tudor, avant même qu'il ait commencé, tout le monde disait les joueurs faisaient des réunions dans son dos pour le faire sauter. Sampaoli, il arrive, il y a le feu à la commanderie. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Mais parce que c'est pas les mêmes contextes de nomination, tu peux pas comparer. Non, mais si, on peut les comparer, mais en fait, je te dis juste qu'il travaille dans un contexte il est en train de travailler dans un contexte plus apaisé que ses prédécesseurs. Le climat, ça ne suffit pas. Bien sûr que quand De Zerbi arrive, le climat est plus apaisé, mais le climat, ça ne suffit pas. Il faut un terreau fertile aussi. Et ce qui a été fait avant, comme l'a souligné Ariles, c'est difficile de travailler. Oui, ça on l'a déjà dit, ça on le sait. Oh, bien sûr, c'est pour ça que ça compte comme des. Mais il le sait aussi. Il le sait aussi, c'est ce que je veux dire. Mais c'est pour ça qu'on peut comprendre ceux qui demandent de laisser du temps. Moi aussi, je suis le premier très critique sur De Zerbi. Mais il faut aussi prendre un peu de recul par rapport à ça.
Je me pose une question. De Zerbi, son jeu, il est tellement spécial, spécifique, ou voire même qu'il faut. Enfin, c'est un style de jeu qu'il faut approfondir et il faut avoir les joueurs compatibles. Moi, il y a une question que je me pose, c'est euh, si De Zerbi, c'est une méthode qui marche que quand tu as des joueurs qui sont vraiment alignés avec ta méthode, est-ce que finalement les joueurs qu'il a à disposition, donc là on retourne un peu le problème parce que depuis le début on parle de Zerbi, est-ce que les joueurs qu'il a à disposition lui permettent de tirer 100% du potentiel de sa tactique? Pas Il y a, 100. il y a de ça aussi. Il y a de ça, mais pas 100%. De Zerbi a aussi des bons joueurs sous la main. Il en a d'autres qui C'est sont, ça, qui sont mais moins bons. Il a d'autres joueurs qui sont moins bons. Mais De Zerbi reste le premier fautif de ce début de saison. bah, Et De Zerbi a intérêt à se réinventer. Il faut qu'il se réinvente. Je pense que c'est le mot. De Zerbi en ne fait, peut pas continuer sur sa lancée, en fait. Il faut qu'il se c'est la réinvente. nuance, c'est la nuance que je voulais apporter par rapport à De Zerbi, c'est que même s'il a des bons joueurs, il est tellement buté sur sa façon de coacher que même s'il a des bons joueurs et que ces joueurs, par contre, ne sont pas adaptés à sa tactique, ça ne marchera pas. Parce que lui, il veut pas de plan B. Tu vois, c'est pour ça que je me dis que Je comprends pas limite, comment on on est peut dire dans il a un pas de plan B. embouteillage, tu vois. Il a pas de plan B quoi? Il a pas de plan B tactique, philosophique? Il a le meilleur effectif de l'OM depuis Moi, je suis des lustres. d'accord. Je suis Depuis des d'accord. lustres. Ah, mais Mais c'est l'effectif, c'est sur pour le ça que c'est papier. paradoxal. L'effectif, c'est sur le papier. C'est-à-dire, Aujourd'hui, si on parle en réalité de dynamique personnelle, Højbjerg, le début de saison qu'il fait, il est exceptionnel, il doit il jamais est- le faire. ouais, bien sûr. Il sort d'une saison, il est sur le banc à Tottenham. Rouli, il sort de 18 mois catastrophiques à l'Ajax. C'est exceptionnel le début de saison qu'il fait. Ta saison tient à des performances individuelles qui sont exceptionnelles et qui ne devraient pas avoir lieu. Et donc, est-ce que les joueurs Greenwood, sont compatibles entre eux? Greenwood, le meilleur joueur de l'OM, il était à Retafe la saison passée. Les 2 saisons d'avant, il jouait pas au foot. Il jouait pas au foot parce que on sait tous. Si on prend les individualités qui ont été ramenées, oui, quand tu regardes le papier, quand tu regardes le post Insta de Massilia Zone, que tu vois 12 millions d'euros, 20 millions d'euros, 9 nouvelles recrues, tu dis c'est incroyable, on a signé Adrien Rabiot. Même Adrien Rabiot, il a fait quoi pendant l'été? Mais je Est-ce suis qu'il a fait la d'accord. préparation avec le groupe? Tu es au mois de septembre, fin septembre, tu dois revoir ton système tactique parce que tu dois intégrer un milieu de terrain. Mm. Donc là, C'est- la il y a- responsabilité se porte sur qui? bah, la responsabilité se porte sur. C'est ça qui est triste avec ce club. Elle est partagée. C'est que pour moi, elle n'est même pas apportée sur cette saison. Tu vas reprocher à Benatia d'être allé chercher Rabiot. Tu vas reprocher je sais pas, à Benatia D'avoir fait d'avoir fait Højbjerg. 9 nouvelles recrues. En fait, pour moi, la responsabilité de ce début de saison, mais comme tous les problèmes de l'OM depuis longtemps, après peut-être c'est une lecture qui est trop, on va dire, de surface. Vous connaissez ce que je pense de l'Olympique de Marseille, de sa gestion. C'est lié au fait que depuis 3 ans, tu ne construis rien. Tu es dans le renouvellement permanent. Et là, on te dit, il faut construire. Ah, mais quand depuis 3 saisons, tu as fait que renouveler, que renouveler, que renouveler, que renouveler, et que là, tu dois construire, bah, tu te remanges à la gueule ce que tu n'as pas fait. C'est-à-dire que ce mercato-là, tu devais faire 10 recrues. Bah, encore heureux que les 10 recrues ne soient pas parfaites. Encore heureux que ton coach, il n'arrive pas encore à parfaitement les assembler. Mm, mm. En fait, pour moi, c'est juste, on est toujours dans cette lecture butée de voir du court terme. On regarde le dernier résultat, on regarde le début de saison. Ah, mais la réalité de l'Olympique de Marseille, c'est que De Zerbi, quand il prend l'OM, citez-moi un club avec un socle aussi faible en Europe qui peut prendre. Qui fait 10 recrues par, Il fait par 10 match. recrues chaque année. Il prend Lille, il a qui? Il a Angel Gomez, il a David, il a. Même la défense centrale, il a des mecs. Il a Diallo. Ah, il a Thiago Santos. ils ont recruté qui? Ils ont recruté Sahraoui, c'est tout. Il Sahraoui, rajoute 3-4 joueurs. Il a un socle. Il a un entraîneur qui était là 2 saisons passées. Will Seal. Il arrive à Nice, à Lens. à Lens. 3 années de aise. Alors, il y a un changement de philosophie de jeu, mais t'as Medina, t'as Danso. Les mecs se comprennent. Les mecs se comprennent. Non, mais là, t'as des en mecs, plus, il me semble que t'as les des mecs plus. qui ne se connaissent pas initialement. Mm, mm. Je vais peut-être être un peu taquin, mais les plus mauvais joueurs cette saison, c'est pas des joueurs qu'on a recrutés cette année là. Mais Dans après- le 11 de titulaire, c'est qui? Comment? Qui sont les joueurs qui étaient déjà là avant cet été dans le 11 de titulaire? Balerdi? Murillo? Murillo, il est arrivé quand? Il était blessé la saison passée. Il est blessé 50% du temps la saison passée. Mais Il est Ariles, arrivé l'année regarde. dernière. Il était l'année dernière. Mais l'année dernière, saison bordel, il venait d'arriver, il n'était pas titulaire au début. Klose jouait beaucoup plus de fois. Il Mais s'est ça reste blessé. un joueur que je trouve mauvais dans l'absolu, mais Oui, mais tu vois, donc tu vois, déjà, c'est même pas un titulaire de l'année dernière. C'est un mec qui venait d'arriver et qui était blessé. Cite-moi un autre joueur. Les les joueurs gauche. qui sont. Non, mais du coup, Enrique?
Il était Du coup, où il était où en décembre l'année dernière? à Ouais, Botafogo. bon, on Mais connaît, À Ariles, mais l'OM. imaginons, Merlin? non, mais Merlin, là il on était où en parle, décembre? non mais là on parle d'un projet de 3 ans. On est d'accord qu'on parle tous d'un projet de 3 ans. Donc, enfin, si on peut imaginer que Longoria s'est dit là, vas-y, on part vraiment sur un projet de 3 ans et l'été prochain, on fait pas 10 recrues comme à chaque fois. Ça veut dire que le socle dont toi tu parles, Ariles, bon, on vient de l'entamer. Du coup, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure. Il faut enfin, à ce à quoi tu faisais allusion. Il faut de la patience. Faut de la patience, sauf que dans un club comme l'Olympique de Marseille, quand tu as pas construit pendant 3 saisons et tu as habitué les gens à des débuts de saison très euphoriques, très fous, où l'OM était très impactant au début et souvent il y a eu des creux au milieu ou vers la fin, en dehors de Mm. la saison passée. En fait, les gens, ils veulent que ça se matérialise. Les gens, ils veulent qu'il y a le mercato qui aille, ils veulent qu'au premier match, Greenwood, il mette 3 buts, ils veulent que Rabiot, au premier match, il mette 2 buts. Ouais, mais Tu les as habitués à ça depuis 3 saisons. À chaque fois que tu as mm. recruté un joueur, il a démarré son match directement. Vitinha, Du il a coup, été acheté, finalement, il a joué le premier match. Sanchez, il a été acheté, il a joué le premier match. On veut que ça se matérialise rapidement. ouais, bien sûr. Et Mais là, on est est-ce dans que une lecture, nouveau coach, il nous faut 6 mois pour développer le projet de jeu. c'est un problème qui en entraîne un autre parce que le cercle vicieux qui fait que la stabilité est inexistante au club et que les fondations sont tout simplement pourries nous impose de la patience. On devrait être patient ouais, avec De Zerbi pour briser en quelque sorte le cercle vicieux qui a fait et installer de l'instabilité, installer des choses qui sont durables. Mais ça, l'erreur est c'est sûr. possible. L'erreur est possible. Ouais, On peut s'être trompé complètement sur De Zerbi. Imaginons qu'on se soit trompé et que De Zerbi n'arrive pas à se réinventer. Ça veut dire qu'on va continuer avec du mauvais. De Zerbi, je ne le souhaite pas. De Zerbi peut échouer à se réinventer, finir hors des places européennes, continuer à trouver, à nous fournir Bon, je pense qu'on fera quand même podium parce que l'adversité en face, elle est faible et tu as des bons joueurs, mais De Zerbi peut échouer et faillir à la mission de se réinventer. mais là Et où Ariles a raison, c'est que si tu gardes ces joueurs-là et que tu gardes un socle, c'est pas grave si De Zerbi s'en va, et- Au bout bah, d'une saison si, finalement. si, Au bout parce que d'une saison Là, Bah, maintenant, si De c'est Zerbi très s'en grave. va, si De Zerbi s'en va, mais que l'année prochaine tu gardes les mêmes joueurs, tu parles au en fin de final, saison maintenant. Il les gardera pas. plutôt en fin de saison, mais que tu gardes ensuite les mêmes joueurs, là, tu auras un socle, comme tu dis. C'est un échec complet. Tu ne Ouais, garderas pas. c'est sûr. Pourquoi là on garderait les mêmes joueurs? On les a pas gardés les saisons passées. Les joueurs Mm. s'en iront, les joueurs trouveront d'autres opportunités dans un club plus stable. Les Mais du joueurs coup, bis iront jouer. repetita. Bis repetita, exact. Mais c'est pour ça qu'il faut de la patience. Mais on peut patienter avec le mauvais. J'espère que De Zerbi ne sera pas le mauvais. Parce que si on patiente avec le mauvais, on aura patienté pour rien et ça va créer encore un cercle C'est vicieux. ça, exactement. Tu sais, C'est ça me là fait qu'on penser est à dans quoi, l'impasse, en fait. Wahib Hmm. Ça me fait penser à Manchester United. Exact. Et ça, on peut se C'est- retrouver dans un cycle de 10 ans où le club devient une descente aux enfers, en fait. Il n'y a pas de titre, Mm. tu changes de coach tout le temps, tu dis est-ce que c'est le bon? Ouais. C'est des amours, des amours. Et puis, en fait, je pense que la crainte que les supporters de l'OM avec De Zerbi, mais je pense qu'on l'a tous un peu tous, c'est que De Zerbi, ce soit Ten Hag. Il a réussi dans un autre contexte, tranquille, avec des jeunes en Peter plus. Bosch. Sauf que, ouais, Ça. Peter Bosch, Quand il j'ai un arrive peu à plus Lyon. de doutes. J'ai un peu plus de doutes sur ses qualités de coach, mais Ah bon? ouais, j'ai un On peu va plus de pas, mal. on garde ça pour une autre vidéo. Mais même Peter Bosch, c'est un bon exemple parce que Peter Bosch, ils lui ont donné du temps à Lyon. Ils lui donnent quoi? Ils lui donnent une saison et demie, 2 saisons. Ils lui ont donné du temps à Peter Bosch. Ah, depuis qu'il est au PSV, il est de nouveau en grâce. Donc, Tu vois? Mais je pense que c'est cette crainte-là que les supporters de l'OM ont, c'est qu'on se soit trompé de coach. Et je pense que là, on peut tout de suite basculer sur l'autre débat, c'est le football de possession et de position. Est-ce que c'est idéal à l'OM? moi, ce qui Toi, me je sais fait, pas ce que t'en penses. ce qui me fait peur, c'est que je ne vois aucune progression depuis le début de la saison. Mais Sampaoli, il a réussi avec un jeu T'es de. même sur une Même si c'est régression pas le même. parce que on est au 9 novembre et le meilleur match de l'OM c'est contre Reims, c'était fin août. Et en fait, moi, y a pas de problème. Depuis tout à l'heure, vous parlez de patience, y a pas de problème, on peut patienter. Mais si tu patientes et que tu vois que les choses elles vont en progressant, y a pas de problème. Tu vas avoir encore en plus de patienter. Mais quand tu patientes et que tu vois que les choses les choses empirent. Parce qu'au début, on disait l'OM joue mal, mais l'OM gagne. L'OM joue pas très bien à Brest, mais l'OM gagne 5-1. Le contenu va arriver plus L'OM, tard. C'est ce qu'on disait. Le contenu arrivera plus tard. Le contenu arrivera avec les exactement, résultats. je disais, le contenu arrivera plus tard, mais on gagne. Et après, on sera monstrueux parce qu'on va continuer à gagner. Et en plus, on aura le contenu. Mais aujourd'hui, les choses vont en empirant parce que l'OM n'est pas capable de gagner contre Angers. L'OM n'est pas capable de gagner à domicile contre Auxerre. L'OM ne joue pas.
C'est même Et pas le ne gagne contenu, pas. le L'OM ne contenu joue pas n'avance pas contre d'un pouce. Paris. Le contenu n'avance pas d'un pouce. Le contenu n'avance pas de plus. Donc, en fait, tu es dans une régression. Et donc, en fait, on dit quoi maintenant? Parce que là, tu as C'est fait une saison l'impasse. où tu as fini, t'as fait une saison où tu as fini 8e. Est-ce que l'OM est un club capable d'enchaîner 2 saisons, de sacrifier une deuxième saison sans Coupe d'Europe? C'est-à-dire Je que, pense pas. comme il disait Walid tout à l'heure, tu patientes, mais tu sais pas ce que tu as derrière. Tu sais pas si ça va marcher. Tu n'as pas de garantie. Et on peut pas en vouloir à De Zerbi parce que des garanties dans le football, tu n'en as jamais. Même avec le meilleur entraîneur du monde, même si Guardiola vient demain, on n'a pas la garantie de finir là où on veut finir. Mais c'est juste pour dire, ça se trouve que à force de dire il faut patienter, il faut patienter, il faut patienter, peut-être que tu vas attendre pour rien et que tu vas sacrifier une deuxième saison. Et ce club ne peut pas se permettre. C'est pour ça que certains veulent transposer l'exemple de Klopp ou de Arteta Ah, mais Klopp, c'est à l'OM. incomparable. Klopp, ça. Mais c'est incomparable parce que c'est Les gens qui parlent de Klopp, Arsenal, il fait finale Liverpool, d'Europe c'est à des première clubs saison. qui sont dimensionnés différemment, qui sont structurés différemment, qui n'ont pas les mêmes finances. Ils peuvent se permettre de se lancer sur un projet et de dire à un entraîneur, c'est pas grave sur la première saison, tu Klopp, peux te c'était un casser la gueule. manager. En plus. On peut ne pas aller en Coupe d'Europe, c'est pas grave parce que on aura toujours l'attractivité. On est Liverpool, on aura toujours les finances, on est Arsenal, c'est pas grave. Mais à l'OM, tu ne peux pas, et encore moins après avoir fini 8e. Cette année, tu es obligé de faire le podium. Et donc, c'est pour ça que moi, je disais en début de vidéo, sur quelle base a été choisi De Zerbi? Sur quelle base? Bah, pour moi, pour revenir sur ce débat-là, pour moi, il y avait une erreur qui avait été faite dans son choix. C'est qu'on a justement été trop dans cette dimension long terme. C'est-à-dire que en fait, pendant 3 ans, tu fais que du court terme. Et là, d'un coup, projet 3 ans, contrat à 3 ans, tu sais pas pourquoi. Hein. D'un coup, Tudor, il le prend, il parle pas de 3 ans. Le mec, fin de sa première saison, le mec est deuxième de Ligue 1 avant le match contre Lens, je crois. Il dit, ouais, je suis pas sûr. L'année prochaine, je suis pas sûr qu'on va le garder. Là, il prend un coach. Non, ouais. Bah, moi, il a entretenu le flou sur l'avenir de. Non, moi, là où je lui en veux Longoria, on passera rapidement à la suite, mais là où je lui en veux Longoria, c'est de ne pas avoir réussi à retenir Tudor. Par contre, je pense qu'il voulait le garder. Mais son travail, c'est de réussir à retenir ses entraîneurs, et ce qu'il ne fait pas depuis le début. Par contre, je pense qu'il voulait garder Sampaoli comme il voulait garder Marcelino. C'est autre chose, mais je pense qu'il voulait garder Sampaoli et qu'il n'a pas réussi à le retenir, et je pense qu'il voulait garder Tudor et qu'il n'a pas réussi à les retenir. On peut lui reprocher ça, mais pas le reproche de la volonté de le garder. Ce que je dis, c'est que sur le choix du coach cet été, nous on l'a soulevé dans un thread Twitter il n'y a pas longtemps, c'est qu'il y a déjà une première erreur. C'est que dans la définition du profil que tu voulais aller chercher, en fait, la direction a opéré un choix en raisonnement avec la saison passée. C'est la machine est cassée, on a déçu nos supporters, il faut relancer la machine. Faut balancer, il faut relancer la machine à fond. C'est-à-dire, on prend un nom, c'est-à-dire, on ne choisit pas un portrait robot. On prend un nom. On parle avec Conceição parce qu'il sort de Porto. De Zerbi est dispo, on fonce sur De Zerbi. Mais pourtant, c'est pas ce qu'on avait fait avec Tudor. Hein? Pourtant, c'est pas ce qu'on avait fait du tout avec Tudor en plus. C'est ça qui est. Après, Tudor, t'es dans l'urgence dans ton choix. Donc là, c'est la première fois où tu as du temps et t'as pas Ribalta pour faire des choix de merde. Donc, je parle pas de Tudor, je parle de l'intersaison où on prend Marcelino et où ça discute pendant 3 semaines avec Fabio Grosso. Tu peux déjà dire qu'il y a un problème dans ton choix du coach. Mais ce que je veux dire, c'est que la direction, elle opère un choix d'opportunité. Et si tu regardes le mercato, c'est que des opportunités. On n'est que dans de l'opportunité. De Zerbi vient de résigner avec Brighton. J'appelle De Zerbi. D'accord. Greenwood, United ne veut pas le récupérer. Il y a 2 ans, il doit aller en prison pour les histoires qu'on connaît. Je vais le récupérer. Rabiot, il n'a pas trouvé de club. Je vais le récupérer. Ça, c'est le. Je vais le récupérer. C'est la maladie de Longoria, genre les bonnes affaires, tu vois. Il se croit à la brocante. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu as une opportunité, 2 opportunités, et que tu as un socle cohérent, tranquille. Sauf que le problème, c'est que ça fait 3 ans que tu fonctionnes par opportunité. Ça fait 3 ans. Et au final, l'Olympique de Marseille, ça devient Galatasaray. Sauf que nous, on joue pas Beşiktaş. Enfin, Beşiktaş, je pense qu'il nous tape actuellement. Mais... Avec tout le respect. Oui. Avec tout le respect. On joue pas à Danasport. Tu vois. Non, mais surtout, tu parlais au début de supporters. On a déçu nos supporters, mais tu les as déçus où, tes supporters? Qu'est-ce que t'ont reproché tes supporters? Ce que je disais en début de vidéo, tes supporters t'ont reproché le manque de titres, le manque de trophées, le manque de. Les Annecy t'ont reproché de ne pas finir sur le podium. Moi, j'ai jamais vu un mec qui dit je suis triste parce que l'OM joue mal. Mais j'en connais plein qui disent je suis triste parce que l'OM ne finit pas sur le podium, ou parce que l'OM ne rivalise pas avec Paris, ou parce que l'OM ne fait même pas ne serait-ce qu'une finale de Coupe de France. Et donc aujourd'hui, tu es allé chercher un coach pour te réconcilier avec tes supporters, mais avec un coach qui, lui, ne va pas t'apporter tout ça, en tout cas, ni dans l'immédiat, ni dans. C'est pas sa volonté principale.
Si vraiment tu veux te réconcilier avec tes supporters par rapport à ce qui s'est passé sur les dernières saisons, va chercher un coach peut-être plus pragmatique et qui va peut-être t'apporter des résultats un peu plus dans l'immédiat. Et de toute façon, on ne te le reprochera pas parce que depuis le début, comme tu l'as dit, c'est ce que tu fais. Tu fais que du court terme. Donc, pourquoi, sur quelle base, je répète ma question, sur quelle base a été choisi De Zerbi? Sur quelle base on a dit, on était en train de discuter avec Conceição et Benatia s'est pointé et a dit à tout le monde, arrêtez tout, il se passe quelque chose en Angleterre là, je vais passer un coup de téléphone, arrêtez tout. Sur quelle base? La tristesse des supporters qui ne gagnent pas de titre, c'est la finalité. C'est les conséquences du fait que dans le contenu, là aujourd'hui, on est tous très frustrés. Mais est-ce que tu as besoin de contenu pour gagner une Coupe de France? Nantes a gagné une Coupe de France, Toulouse a gagné une Coupe de France. On n'arrive pas. Mais tu peux finir sur le podium. On n'était pas bon avec le AVB. Samy, on ne gagne pas de Coupe de France, que ce soit avec ou sans. Donc autant essayer de le faire avec. Tu vois ce que je veux te dire? Sans le contenu, on a avec des équipes qui montraient aucun visage, on n'a pas réussi à gagner. Mais les fois où tu as été les fois où tu as le plus cru, où tu as été le plus proche, c'est quand tu avais un coach avec des idées. C'est quand tu t'éclatais devant le match de l'OM, quand tu t'éclatais d'allumer, tu étais pressé d'allumer la télé pour que tu dors. C'est là qu'on y a cru. Effectivement, on a j'insiste avec, avec Conceição, c'est peut-être un entraîneur qui aurait pu imprégner sa méthode plus rapidement et avec qui tu aurais pu être dans cette figure. Moi, je viens pas pour atténuer ton propos sur Conceição. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, on m'explique que nous, on est stupide et qu'on comprend rien au football et que le football de De Zerbi, il est tellement complexe, il est tellement compliqué à comprendre, il est tellement bien huilé qu'en fait, ça nécessite de prendre énormément de temps. Déjà, moi, je trouve de l'arrogance là-dedans. Quand on me dit ça prend du temps, alors que tu as eu Bielsa, Tudor, Sampaoli, c'est des entraîneurs pas trop dégueulasses, hein, je pense. Les trois, ils ont réussi. À imprégner leur méthode très rapidement. Sampaoli, tout bien truc. Sampaoli, il vient faire un état des lieux. Oui, 6 mois avant. Ok. Mais ça change tout. Tudor, c'est pas pareil. C'est pas le même football. C'est pas le même football. D'accord. Je vais pas dire. Bielsa, comment il a fait. Tu connais très bien quel football je préfère. Je dirais jamais qu'un football est supérieur à un autre, que le football physique est intense, c'est en dessous du football. Mais c'est ce que disent les gens. Les gens te disent ça parce qu'il y a une forme d'arrogance. Quand on te dit ce football-là, vous ne pouvez pas comprendre, c'est dur, ça prend du temps. Je crois à une certaine efficacité du football physique et athlétique dans des clubs comme l'Olympique de Marseille, encore plus à court terme et à moyen terme. Mais c'est ton président qui te le dit. C'est ton président qui te le dit en lui-même. Oui, il t'a dit que le football de possession c'était le meilleur football. Après, il t'a dit. Oui, mais voilà, justement, pour te montrer à quel point c'est vrai ce que tu dis. C'est lui-même qui le dit il y a 2 ans. Il le dit effectivement. Mais le football intense et avec de l'impact, il y a plus d'efficacité. Comment aujourd'hui tu peux venir et me présenter un entraîneur qui est l'opposé de ce que tu dis il y a 2 ans? Ce que je veux dire, c'est que le football de possession, je pense que c'est le football qui peut rompre un socle au-dessus. Tu vois, je pense que si tu vas atteindre le plus haut niveau possible, il faut embrasser ce football-là. Est-ce que tu peux le faire à l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu peux le faire idéalement sur 3 saisons dans un club où il n'y a que 2 coachs qui ont fait 2 saisons complètes au XXIe siècle? C'est la question. Pourquoi, en juin, tu te dis, ça y est, j'ai fait 5 coachs, De Zerbi va faire 3 saisons. Lui, il va faire 3 saisons. Je sais pas, tu es là depuis 3 ans, tu dis que tu connais l'Olympique de Marseille, tu connais ce club-là. Tu dis que tu connais ce club-là depuis 3 ans. Mais il y a 2 coachs qui ont fait 2 saisons complètes dans ce club. Tu peux pas parler de 3 saisons. C'est pratique, ce n'est jamais arrivé. Il y a une raison. Tu crois que quand Jacques Herrero il prend Rudy Garcia, il ne veut pas faire 5 ans avec lui? Tu crois qu'après la finale de la Ligue Europa, il ne veut pas faire 5 ans avec lui? Mais non, De Zerbi s'est dit que tout allait être réglé. Merci, on les a pas fait. Là où tu as raison, Ariles, du coup, c'est que d'habitude, à l'OM, on avait un coach qui partait plutôt tôt, qui faisait une saison et qui s'en allait, et à la limite une saison et demie comme Garcia, mais qui après c'était catastrophique. Mais du coup, avec le fait que Longoria soit arrivé et qu'il n'y ait plus ce socle de joueurs sur lequel on puisse se reposer, par exemple, Villas-Boas, quand il arrive, si je ne me trompe pas, on fait 3 recrues l'été. On fait Benedetto, Alvaro, le 3e. Mais de toute façon, dans l'absolu, moi je dis que c'est une statistique que l'on n'a pu passer. Nagatomo, non? Non, ça c'est la saison d'après. Le 3e, j'ai oublié qui c'était, putain. De qui? On retrouvera. Benedetto, Alvaro, et c'est tout. Non, on fait 3 recrues, mais il doit y en avoir une à la coupe. Non, on fait pas milieu de terrain, je pense. On fait une petite recrue milieu de terrain. On n'en fait pas plus. William Vainqueur. Non. Genre, on fait que 2 recrues? Mais non, c'est que 2 recrues la première saison. Mais tu fais Rongier en Joker médical. Oui, Rongier. Voilà, bien vu. Mais donc 3 recrues.
Quel club Tu fais en une saison de Europe fou. fait plus de mouvements que l'OM depuis 3 ans? Quel club? Citez-moi un. Chelsea? Je sais pas, ouais, Ouais, à la Chelsea. limite, et ça Ils font marche des pas en mou- plus. Et ça marche pas, Chelsea. Et ça marche pas. Chelsea, est-ce qu'ils font autant de coach que l'OM? Je crois pas, peut-être. Mais en tout cas, on voit le modèle de Chelsea. Hein. En tout cas, ouais, C'est- le seul club qui fait autant de mouvements que l'OM, c'est un club au fond infini. Et puis surtout, depuis tout à l'heure, on parle d'instabilité des entraîneurs. Tu sais qu'il y a une instabilité sur le banc de touche. N'en rajoute pas sur le terrain. C'est ça, hein. Tu sais que tes entraîneurs, ils chantent. Tu sais que tes entraîneurs, ils changent tous les 4 matins. Ne rajoute pas d'instabilité sur les 11 qui sont sur C'est le ça. terrain. Je prends l'exemple du Pana l'année dernière. C'est avéré, c'est bon, c'est passé. Tudor est parti, t'as pris Marcelino, c'est l'exact opposé, c'est bon, c'est passé. T'abordes le Pana. Le 11 type qui rentre contre le Pana, il y a 5 recrues, la moitié de l'équipe. Mm. Il y a déjà une instabilité sur le banc et tu sais qu'elle va être, elle aura une lourde conséquence parce que Marcelino, c'est le contraire de Tudor. Et t'en rajoutes sur le terrain la veille d'un barrage de Ligue des Champions. Au lieu de se dire, bah ok, il y a eu cette instabilité sur le banc, je vais pas faire le fou à appeler toute l'Europe, à appeler tous les agents d'Europe pour faire venir tous les joueurs du monde. Je vais attaquer mon match barrage, mon match le plus important de la saison, avec le même 11 que la saison dernière. Avec Marcelino, certes, mais avec le même 11, pour ne pas rajouter de l'instabilité à l'instabilité. Mais nous, non. Il y a eu de l'instabilité sur le banc de touche, on en a rajouté avec l'instabilité sur le terrain, en mettant 5 recrues dans le match le plus important de la saison, et on a vu comment ça s'est terminé. Et je pense que le défaut de Marcelino, à l'inverse de Roberto De Zerbi, c'est d'avoir été vrai. Je pense que De Zerbi veut pas du tout renvoyer l'image d'un mec qui est en stress, qui a peur, qui regrette de s'être engagé. D'où ses déclarations Benatia, c'est le meilleur directeur sportif avec qui j'ai joué, je suis amoureux de mes joueurs, etc. etc. Je pense que c'est un mec qui veut créer un environnement positif. De là où, pour moi, la déclaration d'hier soir est inquiétante. Je pense qu'en fait, De Zerbi a compris là où il met les pieds. De Zerbi a compris qu'il. Ouais. Mais pour moi, c'est une sortie de route hier. En fait, pour moi, Ouais, même craqué. lui, et c'est pour ça, je pense qu'il se reprend après dans sa déclat, il dit moi, je vais pas fuir. Je pense que c'est une sortie de route et que même avec du recul, il la regrette et je pense qu'il va la clarifier à la prochaine conférence de presse s'il se passe pas de dinguerie entre temps. Les gars, Et Marcelino, lui, il te restituait quand même le climat en interne. Quand il fait sa première interview à la Provence en pleine préparation, à 3 semaines du barrage de Champions League, il dit c'est compliqué. Il dit c'est compliqué, la préparation elle est compliquée, on n'est pas au niveau où on espérait être, c'est compliqué. Après le match contre Toulouse, le match après lequel il part, c'était dur. On va dire la vérité, il s'est fait virer. Pour moi, il s'est fait virer. Après ça, c'était obligé. Mais Longoria, tous ces mouvements, en fait, est-ce qu'il n'est pas obligé de les faire au mercato? Parce que lui, Longoria, il est arrivé, les finances étaient au plus mal. Il arrive, il fait tous ces mouvements qui lui permettent de faire des amortissements par des prêts avec option d'achat, des mouvements, etc. Ce qui fait que les comptes de l'OM aujourd'hui n'ont jamais été aussi sains que depuis longtemps. Donc finalement. Ça, je sais même pas. Ah ouais? Je crois que c'est quelque chose. Je prendrais pas le transfert de Longoria qui renfloue les caisses. Hein. C'est quoi sa plus grosse vente? Bah ouais, c'est ma courte. Bah, le truc. D'ailleurs, c'est ça. Hein. Moi, il fait rentrer quand même des liquidités. L'Olympique de Marseille, on a un actionnaire niveau Ligue des Champions. On a un stade niveau Ligue des Champions. On a des infrastructures niveau Ligue des Champions. Qu'est-ce qui va pas? Mais le terrain, on respectait pas le fair play financier. Donc il a dû faire des amortissements, tu sais, avec des comme il faisait là, avec ses prêts avec. Il s'est adapté à la réalité financière d'un club. Voilà. Mais et un an après, il s'en est complètement déconnecté. Il avait besoin de tous ces mouvements, j'espère. Mais bon, c'est utopiste ce que je vais dire, c'est complètement utopiste. J'espère que, comme aujourd'hui les caisses sont saines, j'espère qu'il n'aura pas à être. Je sais même pas s'il était obligé, mais je veux croire à ça. J'espère qu'il va pas être obligé de refaire 10 départs pour 10 arrivées, pour réassainir des caisses qui peut-être ce qui peut expliquer en fait ces mouvements à chaque fois, tu vois. Ben non, parce que je sais pas que c'est comme ça qu'il procédait à Valence, c'est comme ça qu'il. Enfin, c'est pas comme ça qu'il procédait. C'est pas ça, il change de coach, donc ils font dire. Ouais, si De Zerbi ne part pas, je pense pas qu'il y aura beaucoup de mouvements. Si De Zerbi ne part pas, je peux déjà dire les joueurs qui vont partir. Murillo, Enrique, un défenseur central peut-être. Franchement, je veux être optimiste par rapport à ça. Le fait que maintenant il a plus besoin de faire tous ces mouvements l'été. Mais bon.
Ça dépendra du départ du coach. Si le coach reste, on gardera sa colonne vertébrale, on gardera tous les joueurs qui sont arrivés. Et il évincera les joueurs en dessous qui sont là depuis. Il évincera les pots cassés, les fardeaux du passé, des saisons précédentes, les erreurs des précédentes, il les évincera. Ça dépendra du cas de Zerbi. Mais Ariles, t'étais pas d'accord avec moi Sur Longoria? sur le fait que lui, pour toi, l'argent vient de McCourt. Genre, comment? Parce que c'est pas compatible avec le fair play financier. Si l'argent. C'est pas les transferts de Longoria qui rapportent de l'argent à l'OM. Ah, bien sûr, ouais. Les transferts de Longoria, ça permet de rester la balance à zéro. Il a vendu pour 80 millions, là. On l'a vendu pour 80 millions au dernier mercato. Non. Mais 70 millions, non? C'est ça que je veux dire. Ouais, mais McCourt, il rajoute 50 millions. T'as l'argent. Oui, bien sûr. Parce que, non, mais c'est ça. On a vendu pour 70 millions. Mais si on vend pour 70 millions l'année dernière, ça permet à la balance d'être à zéro. Dans un monde normal, tu ne dois pas vendre pour 70 millions pour autant de joueurs. Et les 70 millions nous permettent de rester à une balance verte. Mais oui, c'est ça le truc. Les 70 millions, c'est pas du bénéf en fait. En fait, Longoria, chaque été, il échange une équipe contre notre équipe. Il échange un effectif contre notre équipe. Et pour contourner le fair play financier, en fait. Non, il change juste de coach. En plus, il me semble que les règles du fair play financier sont largement assouplies ces dernières années. S'il fait 10 c'est plus aussi strict qu'avant. Je fais l'avocat du diable. Au mercato d'été 2022, c'est pas pour le fair play financier. C'est parce qu'il est passé de Sampaoli à Tudor. Tudor, il arrive, il a dit Gerson, ça me plaît pas. Milik, ça me plaît pas. Ça colle pas avec mon football. Juan Pérez, ça me plaît pas. Et tu fais ça avec 10 joueurs dans l'effectif. Mais tu fais ça chaque été. C'est ça le problème du renouvellement. Et pareil avec Roberto De Zerbi. Les gars, je pense que est-ce que vous avez un point à soulever ou quelque chose de plus à dire? Je sais que Samy, ça fait longtemps que t'as pas parlé. Qu'est-ce que tu voulais dire de plus? Non, mais parce que tout à l'heure, on parlait de compatibilité des joueurs. Mais avant de parler de compatibilité des joueurs, tu fais venir des joueurs. Pourquoi tu ne t'appuies pas sur les qualités de tes joueurs? Pourquoi un mec comme Rabiot, qui est peut-être ta recrue numéro 1 ou numéro 2 avec Greenwood, sur ce mercato-là, pourquoi il y a ce football par la contrainte? Pourquoi dire Rabiot, je vais le faire? Bon. En fait, on est toujours dans l'arrogance. En fait, c'est toujours l'arrogance. Pourquoi? Rabiot, il a eu plein d'entraîneurs brillants dans sa carrière. Ils l'ont tous fait jouer au même poste. Pourquoi toi, t'arrives, Rabiot, il a 30 ans, tu vas lui apprendre le football et tu vas lui dire, tu as toujours joué à gauche, relayeur, dans un 4-3-3. Et ben moi, je vais te faire jouer relayeur droit parce que c'est là où tu vas le plus briller. Donc, Deschamps, Allegri, Tuchel, c'est tous des cons. Et toi, tu connais mieux le football que le football par la contrainte. C'est-à-dire que il faut que Rabiot il joue sur son pied gauche vers l'axe. En fait, il n'y a pas de. C'est ce que je disais hier. Un entraîneur, il y a une limite en fait. Il faut un minimum de tact. Tu peux donner des éléments, tu peux donner des clés à tes joueurs, mais après, il faut aussi laisser un minimum de créativité et il faut aussi faire confiance à tes joueurs. Et quand il parle de caractère, je pense que ces joueurs ont peur parce que lui, il envoie un message de peur. Je ne fais pas assez confiance en vos qualités, alors je vais tout vous montrer. Je vais vous montrer tous les schémas qu'il faut que vous suiviez sur le terrain. Et l'exemple de Rabiot, c'est l'exemple parfait. Relayeur droit, c'est une hérésie. Rabiot, relayeur droit. Pourquoi? Il a joué toute sa carrière à gauche. Pourquoi il joue relayeur droit? Pourquoi on le contraint à ce point à jouer sur son pied gauche dans l'axe? Pourquoi on ne s'appuie pas sur les qualités de nos joueurs? Pourquoi on a un entraîneur qui, déjà, en plus de ne pas les faire jouer à leur poste, on voit tout le monde. Luis Enrique, on dit Luis Enrique, ça fait des années qu'on dit qu'il ne prend pas assez de risques. Pardon? Tu mets qui relayeur droit si tu mets pas Rabiot? Là, dans l'effectif actuel. Je mets un autre joueur, mais pourquoi je mets Rabiot? Pourquoi ça tombe sur Rabiot comme par hasard? Si tu mets pas Rabiot, tu mets qui? Mais pourquoi ça tombe sur Rabiot comme par hasard? Dans ce cas-là, tu peux mettre Rongier par exemple. Pourquoi on mettrait pas Rongier relayeur? Pourquoi on mettrait pas? Pourquoi on mettrait pas Rongier? Les gars, Rongier, c'est c'est ton meilleur joueur, mais vrai, je voulais aller sur un autre joueur. Lucien Enrique, on lui dit tout le temps. Il n'y a pas. Tu mets qui relayeur droit? Je mets Rongier, il t'a répondu, ouais, tu mets sincèrement Rongier là? Mais pourquoi tu le ferais pas relayeur droit? Il l'a déjà fait dans sa carrière. Donc demain, t'as personne à gauche, t'as pas Lucien Enrique, tu mets Greenwood. Tu l'enlèves de son côté droit, son côté fort, tu le mets à gauche. Les gars, je veux pas faire mon Gilles Favard, mais non, mais juste un dernier truc. Lucien Enrique, on passe notre temps à dire qu'il prend pas assez de risques dans son jeu. Il s'excuse d'être sur le terrain. Il passe en entretien d'embauche. Tu le fais jouer à un poste où l'essence de ce poste, c'est prendre des risques. Pourquoi? Attends, vous avez vu le match de Luis Enrique hier? Luis Enrique, hier, c'est exactement le même poste auquel il joue depuis le début de saison.
Demi-espace non. gauche. Hier, les 45 premières minutes. Non, Il- en avec deuxième ballon, mi-temps, il est à il est gauche. Les demi-espace 45 gauche. premières minutes. Il est demi-espace gauche. Non. Hier, il n'est pas dans le demi-espace. Hier, c'est ton 10. Hier, c'est ton Aminarit hier. Pendant 45 minutes. Hier, début du match, je regarde sur le téléphone, parce que mon IPTV est sur le téléphone. Je screen. Il est demi-espace gauche. Il est exactement au même poste. Et Faudrait quand voir il vient ça. En première mi-temps, il est demi-espace gauche. Attendez, les gars, je vais voir sa hitmap. Hein. Parce que Franchement, il est Et puis passons. Mais ok, il est demi-espace gauche, mais c'est à lui, c'est à ce joueur-là que tu as donné les clés de la création hier. Je ne mens pas. Hier, il est demi-espace gauche. Mais c'est lui qui avait les clés de la création, oui ou non? Merde, on En voit fait, pas. Mais Non, comme certes. depuis le début de saison. Ok, maintenant, non, mais en fait, c'est là que tu vois un problème. Luis Enrique a commencé. Luis Enrique, il était plus axial que d'habitude. Il avait tendance à repiquer sur le, à s'excentrer sur le demi-espace gauche. Et Jonathan Rowe aussi, dans ce cas-là, où joue Jonathan Rowe? Il a exactement la même hitmap. Jonathan Rowe hier a la même a presque quasiment la même hitmap. Ah non, il joue Luis couloir. Enrique. Regarde, Il joue couloir comme Cottenmont. regarde. Bah, là, Moi, tu moi, vois bien moi, qu'il la est tactique d'hier, je légèrement la trouve plus pas excentré que Luis Enrique quand même. Moi, j'ai bien aimé la composition d'hier. Donc- Quand je vois la compo, je l'aime bien. Moi, Ok, je trouve- non mais non, une c'est pas bonne possible. compo. En tout cas, oui, mais le match t'a prouvé que la compo était mauvaise. Non. L'approche est problématique. Mais l'approche est toujours la même. Pour moi, on en revient au débat. Donc t'as bien aimé, La t'as bien composition, aimé. la manière ce dont n'est tu pas places un les joueurs sur problème le de terrain, ça fait compo. partie de l'approche. Comment tu peux avoir. On a bien vu que dans cette cacophonie qu'on voit sur le terrain, la seule manière d'être déstabilisant par l'axe, c'est un joueur comme Amin Harit. En quoi Luis Enrique, hier, pouvait être une bonne idée? Bah ouais, c'est ça. Bah, pour moi, Mais le joueur t'as bien aimé déstabilisant n'est plus dans l'axe, Brassier, le joueur charnière centrale. déstabilisant, il est sur le côté. Tu n'avais pas de joueur déstabilisant sur le côté depuis le début de saison. Tu as Jonathan Rowe. Et mais le fait de ne pas avoir de joueurs déstabilisants sur le côté, ça nous a pas fait défaut depuis le début de saison. Parce que Luis Enrique marquait et faisait des passes Je sais pas, hier, ton premier changement hier, c'est Rowe. C'est le premier joueur que tu fais sortir. C'est le premier joueur que tu fais sortir hier, c'est Rowe. C'est toujours le premier joueur. Le premier joueur qui sort à chaque match, c'est toujours le joueur le plus déstabilisant. Pour un entraîneur qui prône le jeu offensif, ça c'est curieux. Et deuxième chose, tu me dis que tu as bien aimé la compo d'hier. Donc toi, ça fait 2 semaines, 3 semaines, ça fait 3 matchs que tu essayes d'installer Kondogbia en charnière centrale, que Brassier, tu ne le calcules plus, que tu n'essaies pas de le remettre en confiance. Et hier, tu as décidé de lâcher l'option Kondogbia après Nantes et de nous remettre Brassier. Elle est où la continuité là-dedans? Brassier, tu l'as perdu. La confiance, tu lui as rompu en mettant, Brassier, en faisant enchaîner. Brassier, il n'a pas eu besoin de désarmer. D'accord, mais tu n'as pas cherché à le récupérer. C'est un joueur sur qui tu as mis une grosse somme cet été. La moindre des choses. En même temps, un mec, c'est quand même quand il coule, tu lui fais comprendre. Mais je suis d'accord avec toi, c'est Kondogbia qui aurait dû jouer hier. C'est Kondogbia. Mais pourquoi Kondogbia, c'est pas une question de Brassier. Quand tu pars du principe que Derek Cornelius, qui était recruté pour 4 millions d'euros, qui jouait à Malmö la saison passée, a fait le début de saison, que Brassier, quand il est revenu dans l'équipe, il était moins bon que lui, c'est-à-dire que son premier match, il était moins bon qu'un mec qui a été recruté pour 4 millions à Malmö pour faire le nombre, c'est déjà il y a un problème d'individualité. C'est-à-dire que Brassier, il arrive à l'OL à son poste de central gauche. On a tous dit incroyable M pour un central gaucher. Il n'est pas meilleur qu'un milieu de terrain repositionné qui a fait une saison catastrophique l'année dernière et qui est pas bon à ce poste-là. Et il n'est pas meilleur que Cornelius. Mais pourquoi il joue hier? Pourquoi il joue hier alors que c'est Kondogbia qui enchaîne depuis 3 matchs? Central gaucher qu'il avait. Bon, il y a Kondogbia, mais ce n'est pas. Mais c'est Kondogbia que tu fais enchaîner depuis 3 matchs. Mais c'est Kondogbia qui enchaîne depuis. Ah, ça n'a pas marché, d'accord. Donc en fait, ça marche pas. Quand il recentre un joueur qui n'est pas de ce poste-là, ça marche pas. T'as un mec qui est pas bon et t'as un mec qui est nul. Sauf que le mec qui est nul, bénéfice du doute. Sauf que hier, il te montre que bénéfice du doute. Kondogbia et qu'il qu'il a quand même des en janvier, il retourne à Brest. Et bah continue avec Kondogbia. Pourquoi tu ressors Brassier hier du grenier? Mais c'est une problématique qu'il ne doit pas avoir. En fait, c'est simple, il ne doit pas avoir ces problématiques. Oui, mais tu l'as. C'est bon, c'est consommé, tu l'as. Les gars, on se perd un peu. Non, on parle du choix des hommes. Non, mais parce qu'en fait, moi, avec les excuses, c'est une problématique. Enfin, la discussion est intéressante, mais aller en profondeur sur ça n'est pas intéressant. Moi, il y a un truc sur lequel je vais aller en profondeur, et ça, c'est un gros reproche que je vais faire à Roberto De Zerbi, c'est l'attitude sans ballon défensivement. Alors, je ne m'attendais pas à un pressing tout-terrain à la Tudor, mais franchement, depuis le début de saison, ils ne savent pas faire. J'ai l'impression que ils travaillent pas, mais ça n'est pas travailler. Les gars, vous savez quoi, les gars, il va falloir conclure. Dites-moi ce que vous attendez, les points sur lesquels vous verriez une amélioration. Ariles, vas-y, je t'en prie, justement, cette attitude sans ballon, je te permets, vas-y.
Comment Ah, c'est pour moi, plus dur? pour moi, faut que l'OM s'améliore au pressing, ou en tout cas, il faut définir une identité de jeu défensive. Moi, j'en vois pas. Préparation, je voyais un 4-4-2 sans ballon, je le vois toujours. Mais je voyais un 4-4-2 agressif qui allait presser, qui mettait les des adversaires en grosse difficulté avec des courses de pressing. On voyait Kondogbia qui était numéro 6 sur sur le 6 adverse. Enfin, ça pressait très haut. Et j'ai l'impression de ne pas l'avoir vu depuis le début de saison, si ce n'est le match contre Montpellier. Et pour moi, c'est une consigne. C'est une consigne. Et pour moi, on se retrouve dans un entre-deux d'aller agresser l'adversaire. Et attention les transitions. Sauf que pour moi, ça donne une équipe qui n'est pas séparée avec ballon mais sans ballon. C'est-à-dire que ta ligne de pressing après tes milieux de terrain, il suffit que l'adversaire il dribble ton ailier, t'es mort. Il dribble ton ailier ou ton relayeur, t'es mort. Et pour moi, c'est ça le match contre Auxerre. Le match contre Auxerre, Rowe, Enrique, Greenwood rate son pressing. Le contre-pressing, tu sais, il a dit en conférence de presse, il faut récupérer le ballon au bout de 6 secondes. Il se rate, t'es mort. Mais quand je dis t'es mort, 3 passes, il y a but. Et c'est ce qu'on voit hier contre Auxerre. Pour moi, c'est un point qu'il va falloir rapidement améliorer. Mais j'ai un doute surtout si les équipes refont du Pélissier en plus. J'en avais parlé cet été pendant un podcast. J'avais un gros doute sur la ligne offensive. C'est la capacité des joueurs qui jouent devant à effectuer un pressing convenable pour une équipe ambitieuse défensivement. Greenwood, défensivement, depuis le début de saison, il se fout de nos gueules. Et encore hier, c'était pas le cas. Waïb, Samy, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous attendez en fin de saison, enfin justement pour la suite? J'attends une amélioration globale, que ce soit défensif. Enfin, sans ballon, c'est un néant complet. On voit des joueurs qui pressent les uns après les autres. Offensivement, même que ce soit dans le jeu avec ballon en général, des joueurs qui vont échanger le ballon. J'ai pas vu beaucoup de joueurs j'ai pas vu le ballon circuler de couloir, axe, couloir, tout en avançant. J'ai vu que des passes latérales qui étaient stériles. J'attends au moins une stérilité dans le jeu, plus d'incursions dans la surface de la part de nos milieux de terrain. J'attends plus de liens en fait, de collectif dans cette équipe. Et c'est un chantier colossal parce que j'ai pas l'impression qu'on a beaucoup de choses sur quoi se reposer. Cet OM n'a pas de marge. Quand on gagne, on y va, on gagne grâce, et ça a été dit plusieurs fois dans cette émission, mais on gagne parce qu'on a de bons joueurs dans l'absolu. Rabiot est un bon joueur, Højbjerg fait un début de saison excellent, Greenwood est un bon joueur. On ne gagne pas parce qu'on est une bonne équipe. Et dire que j'attends de voir une bonne équipe, ça serait énorme, mais c'est ce que j'attends de voir. En fait, j'attends de voir une bonne équipe. J'attends de voir ne serait-ce qu'une progression, en fait. Et voilà ce que j'attends, moi, pour ma part. Merci, Waïb. Samy, quels sont tes vœux? Bah moi je suis un peu comme De Zerbi, en fait je sais plus où en est cette équipe, je sais pas quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. J'ai un entraîneur hier qui, franchement, j'ai regardé sa conférence de presse, je me suis endormi avec et je l'ai revu aujourd'hui. Quand je l'entends parler en conférence de presse, je te dis ce mec-là, je le garde 10 ans dans mon club. Quand tu entends son discours, tu as envie de le garder à vie. Il a des convictions. Mais en fait, finalement, je me dis peut-être qu'il est schizophrène. Donc, j'ai pas envie de taper sur quelqu'un qui m'a l'air d'être défaillant mentalement. Parce qu'il parle de personnalité et de courage et il dit je sais pas ce qu'il faut que je donne à mes joueurs pour qu'ils aient plus de personnalité et plus de courage. Moi, je pense que la réponse, il l'a en fait. En fait, la réponse, elle est dans sa déclaration. En fait, aujourd'hui, tu véhicules trop de peur à tes joueurs pour qu'ils puissent avoir cette personnalité et cette prise d'initiative sur le terrain. Et donc, ce que je lui conseillerais de faire aujourd'hui, c'est d'être moins obsessionnel dans ce qu'il demande à ses joueurs, de revenir à quelque chose, dans un premier temps, de plus élémentaire. Si on veut mettre en place quelque chose, on parle de temps depuis le début de l'émission. Progressivement. Commence par les petites bases, commence par les petits piliers. Commence à jouer au foot parce que contre Paris, tu n'as pas joué, il n'y a pas eu de match. Commence à jouer les matchs, commence à jouer au foot. Et quand ça marchera, tu commenceras avec tes inventions, tu commenceras avec tes trucs, mais repars sur quelque chose là pour les prochains matchs. Il y a une dynamique qui va se mettre en place jusqu'à la trêve de décembre. Pars sur quelque chose de plus élémentaire. Pose les bases. Ok, peut-être que tes joueurs, peut-être que nous, on comprend pas. Peut-être que tes joueurs, ils comprennent pas. Peut-être que tu es trop intelligent pour nous. Alors, rabaisse-toi à nous. Mets-nous quelque chose de notre niveau CP. Et ensuite, on va progresser avec toi et tu vas commencer à nous mettre des choses un peu plus compliquées. Mais là, on repart de zéro. C'est pas grave, on passe notre temps à partir de zéro dans ce club. Repart de zéro dans 2 semaines. Va sur un truc simple. Fais comme Gassé quand il est arrivé après la crise là en février.
quand il arrive, c'est parce que là, on parle de crise depuis tout à l'heure. Gasset, il arrive, c'est la crise. Il dit, on va partir sur quelque chose de très simple, 4-3-3. Tous les joueurs vont jouer à leur poste. Et après, petit à petit, on met les choses en place. C'est dingue de se dire qu'on demande à Roberto De Zerbi d'adopter la même méthodologie que Gasset. C'est qu'il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Non, mais c'est dingue. Tu vois, c'est dingue de se dire ça, mais bon. Non, mais vraiment, je parle, je mets un peu de sarcasme, mais je parle vraiment sans ironie. Repars sur quelque chose de plus élémentaire. On veut gagner des matchs. En fait, repart sur on veut déjà gagner des matchs. Ensuite, quand on se remettra à gagner des matchs, repart sur les choses compliquées, sur les inventions. Là, on a Edinson et Gutenberg, là, l'inventeur de l'électricité et de l'imprimante. On l'a en une seule personne. Mais nous, on n'est pas très intelligents. Donc, fais les choses simples au début. S'il te plaît, fais les choses simples. C'est ma seule attente. Je sais pas comment. Faut qu'ils se réinventent. Une chose est sûre, c'est que l'OM, je pense que c'est le plus grand défi de la carrière de De Zerbi. Et on espère tous ici qu'il va le relever. Je ne sais pas comment passer après vous, messieurs, parce que là, qu'on T'en attends quoi, Martin? Comment? T'en attends quoi? Moi, je suis assez d'accord avec toi qu'ils reviennent à ces bases-là, à quelque chose de plus. Moi, je suis pour l'introduction progressive des choses. Tu sais, c'est un peu comme Villas-Boas a fait quand il est arrivé. Voilà, il n'a pas mis ses joueurs dans le bain, etc. C'était très progressif. Après, Villas-Boas. Je pense pas, les gars, je pense pas qu'on peut demander à un entraîneur qui a toujours fait ça de repartir petit à petit. Je pense pas que ce soit un problème de compréhension. Les joueurs ont compris. Les joueurs, les gars, il y a des grands joueurs sur le terrain là. Il y a des joueurs qui ont joué des Ligues des Champions, des joueurs qui ont joué il y a des champions du monde dans cette équipe. Les joueurs ont très bien assimilé les principes de De Zerbi. Je ne l'invente pas, il l'a dit. Ce sont les joueurs qui ont le plus rapidement assimilé ces principes. Mais en fait, il faudrait peut-être considérer le fait que ces principes ne fonctionnent pas. Donc, il faut qu'ils se réinventent. Les joueurs ont compris ce que tu veux faire. Les joueurs font ce que tu veux faire. Ce que tu veux faire ne fonctionne pas. Réinvente-toi, s'il te plaît. Se réinventer pour. Non, mais peut-être que aussi, tu leur demandes des choses peut-être trop compliquées, trop vite. Ok, ils ont assimilé, mais peut-être qu'ils n'ont pas assimilé au point à ce que tu leur demandes de faire des choses qu'on n'a jamais vues. Se réinventer au point de nous faire frissonner au Vélodrome, quelque chose qui n'est pas arrivé. Pose les bases d'une certitude. Fais-leur faire répéter des séries de matchs, 3-4 matchs où ils feront la même chose, où il y aura cette certitude, et après prends des risques. Mais là, j'ai l'impression en fait que De Zerbi, depuis qu'il est arrivé, il est directement arrivé avec cette volonté d'ingéniosité, de création, d'invention, mais partout, à tous les postes. Et je pense que rapidement, les gars. Oui, mais pas dès le début. Et je pense pas que ça soit un grand coach en plus. Alors, tu vois, ça fait 2 points. C'est un autre débat, tu vois. Là, par exemple, on peut pas. Excuse-nous, Martin, on te laisse conclure. Il n'y a pas de souci. Non, je voulais juste dire se réinventer pour nous faire frissonner au Vélodrome. Quelque chose qui n'est pas arrivé depuis longtemps. Je veux pas faire mon Gilles Favard en l'absence d'Ariles, mais vous avez parlé de Rongier. Je sais de sources presque sûres et familiales que le football pour Rongier, ça va être très compliqué de poursuivre. Mais ça, je pense qu'on le verra plus tard. Apparemment, sa blessure le fait toujours chier et c'est plus compliqué que ça en a l'air. C'est pour ça qu'on le voit pas trop. Voilà. Donc, on m'a dit texto, il songe même à arrêter. On m'a dit texto. Okay. Voilà. Et sinon, De Zerbi aurait compté sur lui? À mon avis, ouais. Hein. On l'aurait plus vu. Ça répond aussi à une question. Pourquoi on ne le voit pas Rongier plus que ça depuis le début de saison? Moi, j'aimerais bien du coup conclure en disant que merci les gars d'avoir participé. Ariles est parti monter un meuble, c'est pour ça que vous ne voyez plus d'humains dans le carré d'Ariles. En tout cas, merci les gars, Waïb et Samy, c'était cool comme d'habitude. On a pris le temps de faire cette émission pour parler de cette situation un peu particulière avec De Zerbi et puis même traiter des sujets plus globaux. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes arrivé jusqu'ici. Merci. N'hésitez pas à vous abonner à Insta, Twitter, TikTok, YouTube. Voilà, Massilia Zone, c'est tentaculaire. On est un peu partout. N'hésitez pas aussi, on le mettra en commentaire, mais posez-nous des questions dans les commentaires et on y répondra. Et voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est du partage. Et moi, je vous dis ciao, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez l'OM.